Le peuple en ce jour sans cesse répète: ah ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les butins, tout réussira. Bruno, je te laisse la parole. Merci bien. Oui, bah, dans Et le micro. Ah oui, d'accord. Donc, dans tout ce qui a été dit, j'ai retenu deux choses particulièrement importantes à partir desquelles je vais développer. Il y a un mot qui est clé, à mon avis, qui a été utilisé, c'est le mot de colère. Je pense que c'est très important. Et en fait, la vraie question, c'est de savoir qui va s'emparer de la colère. Est-ce que ce seront nos ennemis ou est-ce que ce seront nous? Mais la colère, elle est là. Et donc, la question de la colère, il faut qu'on travaille dessus. Le deuxième point, c'est la question, effectivement, le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, ou plutôt le démantèlement du mur de Berlin, a été un point fondateur de la, si je peux dire, nouvelle intégration européenne ou de la nouvelle Union européenne. Mais en fait, le verre était dans le fruit depuis le début. Et le mur de Berlin n'a simplement, enfin la chute du mur de Berlin, le démantèlement du bloc de l'Est n'a permis en fait que de manifester publiquement pour nos élites ce qui était là depuis le début du processus de construction européenne, même pas du processus du traité de Rome, mais il faut remonter bien avant. En fait, l'Union européenne, comme on le sait, c'est le produit d'un projet américain qui, dans une large mesure, utilise toutes les élites nazies, post-nazies et collaborationnistes qui ont existé pendant l'occupation nazie. Je rappellerai, bon, vous le savez peut-être, mais quand même, parmi les personnages clés qu'on n'a pas pu mettre de l'avant publiquement à l'époque, mais qui est quand même très important dans la construction de l'Union européenne, vous avez Hallstein, qui était quand même le juge sur les questions européennes, le juriste, pardon, sur les questions européennes de Hitler, et qui va devenir un des juristes de la construction européenne tout court. Donc ça, c'est évidemment côté sombre. Côté face, on est à la période de la guerre froide, il y a les deux blocs, il y a le camp socialiste et le camp occidental, donc il faut se la jouer plus fine, et on met de l'avant les démocrates chrétiens et les sociodémocrates. Mais fondamentalement, si on regarde le noyau dur de la conception, c'est quelque chose que les Américains ont pratiqué partout, pas seulement en Europe. C'est la même chose, regardez en Asie, si vous regardez le Japon ou la Corée du Sud, les Américains, la première chose qu'ils font dès qu'ils occupent les pays, c'est de reprendre les plus fascistes, ou dans le cas de la Corée, les collaborateurs de l'occupant, pour créer leur nouveau gouvernement plutôt que les résistants aux Japonais. Donc ce point me semble tout à fait fondamental, parce que finalement, c'est un des éléments qui explique ce qu'on appelle l'eurofascisation par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, le verre était dans le fruit dès le début. Sauf qu'il ne pouvait pas être mis de l'avant de façon publique, parce qu'on était évidemment juste après la défaite du nazisme, et qu'il existait un camp socialiste, il existait des résistants, il existait des partis communistes, mais il existait même des gaullistes. Tout cela, évidemment, n'était pas prêt à oublier ce qu'avait été le fascisme, et donc, à cause de tout cela, il fallait donner, disons, une devanture démocratique, libertaire et même sociale pour faire pièce au camp socialiste et aux défis socialistes. Enfin, socialistes et communistes, bien sûr, a fortiori. Donc ça, c'est un point important. Et donc, ce qui s'est passé en 89-91 n'a fait que extérioriser ce qui était déjà dans le cœur même du système. Et bien sûr, il y a une accélération avec la création de l'Union européenne. Un autre point sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit plus incisif, qu'on réfléchisse, c'est que dans le discours sur l'Europe, je parlerai ensuite un peu de la fascisation, j'y arrive, hein, mais sur le discours sur l'Europe, on nous utilise très souvent, par exemple, des termes très flous comme valeurs européennes. Moi, les seules valeurs que je connais, c'est les valeurs cotées en bourse. Hein. J'en connais pas d'autres. Valeurs européennes, demandez à n'importe quel européiste de toute tendance, définis-moi les valeurs européennes. Il sera incapable. Ou quand il va commencer, elles seront contradictoires avec celles d'un autre européiste, parce que les valeurs européennes, ça ne se définit pas, parce que ça n'existe pas, en fait. Les seules valeurs européennes fiables, c'est les valeurs cotées en bourse. Et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Alors, c'est autre chose, et c'est pour ça que je pense que sur la question de la langue est très importante.
Les valeurs, ça veut rien dire, hormis celles cotées en bourse. Les principes, en revanche, ça veut dire quelque chose de très clair. Mais c'est pas pour rien que le mot principe a disparu au cours des 30 dernières années et a été remplacé par le mot valeur. Donc ça, c'est un des chevals de bataille sur lequel il faudra se concentrer. La bataille pour la langue est fondamentale. La bataille pour le vocabulaire est fondamentale pour reconquérir les esprits et pour maîtriser la colère dont on parlait tout à l'heure. Maîtriser la colère, c'est aussi avoir un vocabulaire qui clarifie les choses et qui dirige la colère dans des directions bien précises et pas floues comme on nous la joue en ce moment. Alors effectivement, le fascisme, bon, je ne vais pas reprendre la définition de Dimitrov, mais c'est clair que le fascisme, il n'y a pas de fascisme sans impérialisme. Il n'y a pas de fascisme sans capital impérialiste. Il n'y a pas de fascisme sans capital. Ça, c'est la première chose. Et il n'y a pas de fascisme, évidemment, sans masse déclassée. Et ça, c'est un point essentiel, c'est que les classes moyennes déclassées, on n'a qu'à regarder l'histoire de l'Allemagne, ce sont les classes moyennes centristes, qui votaient pour les partis centristes en Allemagne, qui passent au parti nazi électoralement avant 1933. Ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on a pu dire, les ouvriers qui ont continué à voter soit communistes, soit sociodémocrates dans des proportions variables. Ce sont les classes moyennes effrayées qui sont passées à l'extrême droite alors qu'elles votaient au centre. Ce ne sont même pas les conservateurs. Les conservateurs ont gardé leur électorat jusqu'en 1933, électorat de droite classique. En revanche, la masse des déclassés, c'est elle qui est passée du Parti démocrate allemand et du Parti populaire allemand au Parti NSDAP. Ça, c'est un point essentiel parce que je pense que le système joue beaucoup sur le sentiment de déclassement et de peur des classes moyennes qui ne veulent pas revenir au prolétariat et qui se croyaient arriver à un État qui me semble très dangereux justement en ce moment, et on le voit avec dans la situation actuelle de façon assez claire, c'est que ce qui bloque la vie politique en France par exemple, mais pas seulement, c'est le sentiment qu'on va pouvoir revenir à la vie d'avant. C'est-à-dire qu'on pourra revenir avec une espèce de société keynésienne nouvelle mode, ce qui est terminé. Le capitalisme ne peut plus se permettre le keynésianisme. Donc soit on va vers la fascisation, soit on va vers le socialisme. Et c'est ça qu'il faut clairement expliquer aux gens, parce que c'est rationnel comme analyse. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de l'idéalisme. Là, c'est très rationnel. Le système est à bout de souffle. Donc ce système ne peut soit qu'aller vers une fascisation. Alors ce ne sera pas du fascisme classique, parce que le système capitaliste a quand même toujours un atout, c'est qu'il est très capable de s'adapter sur la forme. Donc bien sûr qu'on n'aura pas les chemises brunes en train de défiler avec aux flambeaux et des uniformes avec la croix gammée. On aura d'autres formes, et on a déjà d'autres formes. Mais la forme, c'est secondaire. Essentiellement, qu'est-ce que c'est que la fascisation? La fascisation, c'est une société fragmentée. La fascisation, c'est la multiplication des tribus identitaires qui peuvent être ethniques, qui peuvent être parfois religieuses, qui peuvent être de toutes sortes d'identités manipulées et segmentées. C'est ça qui est important. Et bien sûr, la fascisation, qu'est-ce que c'est que le fascisme? C'est un état d'exception. Et la fascisation, c'est un état d'exception. Or, nous y sommes déjà. Le pass sanitaire, c'est un état d'exception. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est un état d'exception, etc., etc., etc. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup plus visible à l'Est qu'à l'Ouest. Et en ce sens-là, effectivement, la chute du mur de Berlin a été absolument fondamentale. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Est après 89? Bien sûr, c'est une gigantesque victoire de la bourgeoisie occidentale face au camp socialiste, c'est très clair. Mais ça n'est pas que ça. Ce qui s'est passé à l'Est, c'est la possibilité pour le capitalisme d'avoir un terrain d'expérimentation dans la ruine qui s'est installée à l'Est après 89. Un terrain d'expérimentation, d'une part pour le libéralisme sans limite. Donc il y a ce côté économique d'ultralibéralisme absolument sans limite, alors qu'il était plus ou moins contrôlé à l'Ouest par le keynésianisme. À l'Est, bien sûr, il n'existait pas, ou tout au moins, il avançait masqué avant 89. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a un ultralibéralisme. Et en même temps qu'il y a l'ultralibéralisme, il y a l'anticommunisme. Je dis quand même quelque chose qui devrait nous interpeller, indépendamment de ce qu'on pense du communisme. Bon, nous, évidemment, nous savons ce que nous pensons du communisme, mais même pour des anticommunistes, ça devrait quand même les interpeller. Comment se fait-il
qu'on nous a dit que le communisme était mort. Eh bien, s'il était mort, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'anticommunisme? Comment peut-on être contre quelque chose qui est mort? Est-ce que vous êtes contre le pharaon? Est-ce que vous êtes contre l'Empire romain? Non. Il est mort. Ça ne pose pas de problème. Alors comment ça se fait qu'il y a tant d'anticommunistes? 30 ans après la fin, entre guillemets, du communisme, on a un anticommunisme qui est plus fort qu'en 1960-70. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui gêne. C'est-à-dire que le communisme n'est pas mort dans l'espérance des masses. Hein. Et quand je parle de maîtriser la colère, il y a aussi ça. C'est-à-dire inconsciemment, les masses attendent le communisme, même si évidemment le mot est à leurs yeux porteur de quelque chose qui a été quelque part un échec. Mais un échec, pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'échec du bloc de l'Est et l'échec des partis communistes qui ont suivi ou trop suivi les évolutions du bloc de l'Est jusqu'à Gorbatchev compris, c'est le fait que, en fait, les masses, ce qu'elles critiquent chez les communistes, et ça se voit encore beaucoup plus à l'Est, c'est le fait que les communistes n'ont pas mené la lutte des classes une fois la conquête du pouvoir par les communistes. Et là, les communistes ont renoncé à la lutte des classes et n'ont pas vu que la lutte des classes se déroulait dans le parti communiste, à l'Est. Et donc, bien sûr, c'est la bourgeoisie qui a pris le contrôle des partis communistes à l'Est, parce qu'ils ne sont pas nés du jour au lendemain. Enfin, les libéraux qu'on a en 89 en Pologne ou en 91 en URSS, ils ne sont pas tombés de la planète Mars ce jour-là. Hein, ils étaient libéraux avant, sauf qu'ils ne le disaient pas. Hein, ils avançaient masqués. Parce que jusqu'au bout, les populations de l'Est n'ont jamais voulu le capitalisme. Ça, il faut aussi le dire. Si vous regardez tous les slogans anti-parti communiste qu'on avait dans n'importe quel pays de l'Est, de l'Allemagne de l'Est à la Pologne, en passant par la Hongrie, l'URSS, etc., on demandait toujours plus de socialisme. Jamais moins de socialisme. Et donc, ce qui a déçu là-bas, c'est que des gens qui, du jour au lendemain, qui tenaient un discours communiste, ont du jour au lendemain tenu un discours anticommuniste. Et non seulement tenu un discours anticommuniste, mais quand ils se sont retrouvés au pouvoir après 89 à nouveau, avec évidemment d'autres slogans politiques, ils ont mené des campagnes non seulement idéologiques anticommunistes, mais ils ont mené des campagnes de répression anticommuniste, ce dont tu parlais tout à l'heure. Combien d'anciens cadres des partis communistes sont aujourd'hui, occupent des postes dans la plupart des anciens pays de l'Est, où ils véhiculent une propagande et des mesures répressives anticommunistes souvent plus dures qu'un certain nombre de personnes qui n'étaient pas communistes ou qui ne se revendiquaient pas du communisme à l'époque. Bien sûr, vous savez, le phénomène des néophytes, ça existe, ça c'est clair, qu'un converti est toujours plus radical que quelqu'un qui est né dans les choses. Et donc, si vous regardez, bon, l'exemple que je connais particulièrement bien, c'est évidemment l'exemple de la Pologne. Et en Pologne, quand on discute avec les anciens dirigeants communistes, et que vous leur dites, mais pourquoi vous êtes plus pro-OTAN que n'importe qui? Pourquoi est-ce que vous êtes plus pro-Union européenne que n'importe qui en Europe? Pourquoi est-ce que vous êtes plus agressif à l'égard de l'Irak, de l'Afghanistan, etc., que d'autres? Ils disent, parce que nous avons besoin de devenir crédibles auprès des États-Unis. C'est la réponse qu'ils donnent. Et bien sûr, ils ont besoin de devenir crédibles. Évidemment, hein, on ne fait pas confiance à un traître de la même façon qu'on fait confiance à un allié d'origine. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir des traîtres? Pourquoi est-ce qu'ils veulent être crédibles? Pourquoi ont-ils voulu? Ça leur vient pas de 89, ça leur vient d'avant. Donc ça, c'est un point essentiel. Un deuxième point sur lequel, oui, je terminerai pour les pays de l'Est, mais c'est vrai pour tous. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, l'Est est un terrain d'expérimentation. Il est un terrain d'expérimentation pour le libéralisme, il est un terrain d'expérimentation pour la néofascisation. Et c'est pour ça que toutes les simagrées qu'on nous fait aujourd'hui sur « Ah, il y a des tensions entre la Pologne et l'Union européenne, il y a des tensions entre la Hongrie et l'Union européenne », oui, il y a peut-être des contradictions, mais ce n'est pas des tensions majeures, parce que si c'était des tensions majeures, on prendrait d'autres moyens politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on est très content qu'il y ait à l'Est des dirigeants qui mènent des mesures un peu plus visiblement autoritaires pour voir jusqu'où ils peuvent aller, si ça passe là-bas, et si ça passe là-bas, on les appliquera ici.
C'est ce qui s'est passé depuis 89 systématiquement, et c'est toujours ce qui se passe. Donc quand on vous dit que Orban il est pas bien, que Kaczynski il est pas bien, ben vous vous dites mais comment ça se fait qu'ils font rien, parce que finalement ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas grand-chose, parce que fondamentalement ils appartiennent tous au même milieu. Quand, par exemple, vous avez les tensions dont vous avez entendu parler à la frontière avec la Biélorussie en ce moment, Pologne, Lituanie, Lettonie et Biélorussie, si on avait affaire réellement à un gouvernement nationaliste en Pologne, au sens le plus profond du nationalisme, qu'est-ce qu'il ferait? Les réfugiés qui cherchent à atteindre la Pologne ne cherchent pas à atteindre la Pologne, ils veulent atteindre l'Allemagne. Donc il ouvrirait les frontières, les mettrait dans un train, les enverrait à la frontière germano-polonaise. Si c'était vraiment des nationalistes, au sens le plus propre, le plus profond du mot nationaliste. Non, ils font le boulot de l'Union européenne tout en disant qu'ils ne le font pas. Et c'est toute l'ambiguïté, fondamentalement. Bien sûr qu'il y a derrière ça toute une idéologie qui vise d'un côté à utiliser les migrations et d'un autre côté à éveiller des sentiments anti-étrangers, anti-migrants, anti-arabes, anti-ceci, anti-cela, selon les pays. Et on joue sur les deux tableaux. Et on joue en permanence sur les deux tableaux. Et c'est ça la fascisation, c'est que ça fascise les esprits. Et qu'on n'a même plus besoin d'avoir des défilés de chemises brunes avec des torches la nuit, comme ça s'est passé dans 1932, ou des nazis qui tuent dans les rues. Ça viendra peut-être, mais on n'en a même pas encore besoin pour préparer les esprits à ça, mais on le voit, hein, je veux dire le phénomène Zemmour, le phénomène Le Pen avant, tout ça c'est des touches supplémentaires. Et on a donc tout un processus de fascisation par touche, derrière une grande hypocrisie par ailleurs, puisque en même temps on nous parle de valeurs européennes, et que dans ces valeurs européennes on ne sait jamais qu'est-ce que veut dire ces valeurs européennes, parce que vous demandez à n'importe qui le drapeau bleu avec les 12 étoiles, qu'est-ce qu'il signifie. 99% des gens ne sont pas en état de vous répondre d'où il vient. Or, c'est un drapeau démocrate chrétien. C'est un drapeau virginal. À la rigueur, j'ai rien contre les catholiques. Je veux dire, je peux respecter les gens dans leurs convictions, mais qu'ils affichent leurs couleurs. La construction européenne est une construction démocrate chrétienne, et ensuite ces gens-là vont nous parler de lutte contre l'intégrisme, alors qu'ils utilisent un drapeau virginal et marial. Alors ceux qui utilisent le croissant et l'étoile, ils ont le droit aussi, puisqu'il y a un intégrisme a bien le droit de répondre à un autre. Hein, donc soit tout le monde, soit personne. Évidemment, le vrai combat pour la laïcité, c'est autre chose que la pseudo-laïcité dont on nous parle dans les médias, qui n'est pas une laïcité, qui est en fait une fragmentation de communautés opposables les unes aux autres. C'est tout le contraire de la laïcité. C'est le communautarisme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire chaque groupe, on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein, alors le commun dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement le contraire. Vivre en commun, c'est on mélange les torchons et les serviettes. Et eux ne veulent pas qu'on mélange. Toute la société américaine est bâtie là-dessus. La société allemande aussi. La société allemande est une société où chaque groupe a la fierté, entre guillemets, d'être un groupe. Alors le groupe peut être religieux, le groupe peut être régional, on est bavarois, on n'est pas prussien. Il y a tout un ensemble, mais l'Allemagne n'a pas connu de révolution. Toute la tragédie de l'Allemagne, c'est qu'elle n'a pas connu de révolution. Et donc on est encore dans une société post-féodale en Allemagne. Et quand je regarde le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, les Américains ont très bien joué après la guerre. Non seulement en s'appuyant sur l'Allemagne, sur les élites allemandes, les élites allemandes post-nazies, pour construire une grande partie de l'Union européenne, mais elles ont très bien fait fonctionner quelque chose qui est dans la culture allemande, c'est le Saint-Empire romain germanique. En fait, si vous regardez le fonctionnement de l'Union européenne est ingouvernable parce qu'elle fonctionne comme le Saint-Empire romain germanique. Et l'objectif est qu'elle soit ingouvernable. Parce que comme politiquement elle est ingouvernable, du coup, économiquement, ça échappe
au contrôle des peuples. Hein, et en fait, on a cette conception du Saint-Empire romain germanique modernisé sous la forme de l'Union européenne, qui finalement permet la renaissance des idéologies glauques qu'on a connues et qui ont amené au nazisme en Allemagne, et par capillarité, évidemment, dans le reste de l'Europe pendant l'occupation. Et donc, en fait, l'Europe post-nazie, elle existe depuis 1945, même si elle est plus visible depuis 1989. Voilà. Nos ennemis confus en restent là, et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Quand voit l'eau jadis du clergé par là, comme un prophète, il a prédit cela.